Bon, il me revient la difficile tâche de vous tenir éveillé jusqu'à la fin de cet après-midi. Et vous ne pourrez pas vous occuper en regardant, contrairement à un prédécesseur, ma page Wikipédia, peut-être un jour. Mais j'ai quand même des choses importantes à vous partager. Et je vais vous parler, en changeant un peu de sujet, d'une institution internationale qui est très respectable en environnement, l'IPBES. Et à propos, l'IPBES a un mandat intergouvernemental, donc c'est pas très révolutionnaire. Et pourtant, elle a publié en décembre une évaluation changement transformateur, qui est un concept radical au sens premier du terme. C'est par rapport à la transition, la question de la transformation, c'est d'insister sur les causes profondes de l'érosion de la biodiversité et notamment les inégalités sociales et historiques. Donc je vais vous parler de ça, de qu'est-ce qu'on produit comme savoir quand on est là-dedans, ce qu'on en fait, comment on les fait dialoguer avec le reste de la société, incluant les politiques. Alors, je pourrais longtemps parler des changements transformateurs. Il y a plus de 800 pages, je crois, de synthèse, même si Johanna vient de nous expliquer qu'il y en avait des meilleurs que d'autres, parfois. Et c'était le micro ici, peut-être. Non, c'est bon. OK. C'est bon. Moi, je voudrais vous parler de 3 points par rapport à ces changements transformateurs. C'est premièrement comment la transformation, ça souligne des liens indissociables entre des enjeux de durabilité qui sont sociales et environnementales. Pour qu'on sorte aussi d'une vision un peu top-down, descendante de l'expertise académique, ça sera mon deuxième point, comment on fait dialoguer des savoirs pluriels, différents. Et puis un troisième point, comment on fait, nous, en tant qu'auteurs de l'évaluation, pour que tout notre travail, ça finisse pas comme un énième PDF qui viendrait caler une énième porte. Avant de commencer, par applaudissement, est-ce que quelqu'un dans la salle aurait besoin d'un petit récap sur l'IPBES et l'évaluation changement transformateur ? Merci, j'avais un peu prévu ça comme petit boost pour m'encourager. Donc l'IPBES, c'est souvent qualifié de GIEC de la biodiversité, mais je parle sous le regard de certaines personnalités du GIEC, il y a quand même pas mal de différences. Globalement, c'est une plateforme donc, d'expertise intergouvernementale qui date de 2012 et qui a vocation à produire la synthèse des meilleures connaissances disponibles sur différents sujets. Et dans connaissances, on a les connaissances académiques, mais pas seulement. Et donc l'IPBES, c'est assez classique, ça se veut comme un appui à la décision des politiques qui soit policy relevant, mais pas policy prescriptive. Donc on doit dresser une liste d'actions possibles, leurs conséquences sociales et environnementales, mais on laisse les politiques s'en emparer ou pas, en espérant qu'ils font le meilleur choix. Alors en 13 ans d'existence, l'IPBES a produit un paquet d'évaluations, donc des états des lieux de la biodiversité aux échelles mondiales, aux échelles continentales, et puis des évaluations spéciales sur les 5 grandes menaces qui pèsent sur la biodiversité, donc dégradation des sols, espèces invasives, etc. Et puis de plus en plus sur les facteurs d'érosion, les facteurs indirects. Donc on a par exemple une évaluation sur les valeurs attribuées à la nature. Et puis plus récemment, dans la lignée de ces travaux-là, état des lieux, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche vraiment pas, on a 2 rapports qui sont tout frais de décembre et qui travaillent un peu main dans la main. Le rapport Nexus sur les liens entre biodiversité, climat, qualité de l'eau, santé, et puis le rapport Changement transformateur. Donc c'est de celui-là que je vais vous parler en tant qu'un des 112 auteurs, je crois. Et pour l'IPBES, il y a, en plus de l'évaluation scientifique, de la synthèse, souvent un travail de fond pour structurer un champ de recherche qui émerge, et c'est le cas de l'évaluation changement transformateur. Alors, c'est un effort qui est conséquent, je mentionne juste quelques chiffres pour qu'on se rende compte, c'est plus de 7000 références qui ont été explorées pendant 4 années, et un budget de plus d'1,5 million de dollars US. Donc, vous verrez par la suite aussi ce que ça signifie. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans l'évaluation, comment elle propose une lecture qui est transverse, qui est croisée des enjeux de durabilité sociale et environnementale. Alors, je vous ai dit donc, que ça s'inscrivait dans cette évolution des travaux de l'IPBES. Donc d'abord les constats, je vais aller assez rapidement, donc les drivers directs. Là-dedans, dans les drivers indirects, il y avait les questions des valeurs. Et là, incroyable, dans une institution intergouvernementale sur la biodiversité, on parle de 3 causes sous-jacentes à l'érosion de la biodiversité, où il n'y a pas une seule fois le mot écologie. La déconnexion et la domination de certains humains sur d'autres humains et de certains groupes humains sur la nature. Deuxième cause sous-jacente à l'érosion de la biodiversité, la concentration des pouvoirs et des richesses. Et troisième constat sous-jacent, une priorisation des gains matériaux de court terme et individuels. Donc on voit déjà qu'on rentre dans une évaluation qui fait cette hybridation entre des sciences humaines et sociales et des sciences du vivant. Petite définition, on adore ça.
Les changements transformateurs sont des changements fondamentaux, donc on parlait bien de radicalité, au sens la racine des problèmes, des perspectives, des structures et des pratiques qui influencent ce que les individus et les sociétés, en gros, font, comment on communique entre nous, comment on s'organise, et dans l'idée vraiment de perspective, c'est d'avoir des futurs au pluriel, durables et justes pour les humains et la nature. Donc voilà, on change les structures, les views et les practices. Tout ça, ça s'inscrit dans des grands principes de pluralisme, d'inclusion, d'équité, de justice. J'arrive plus trop à lire celui-là, de relations respectueuses et réciproques entre les humains et les environnements, et puis quand même de gestion adaptative pour avoir un suivi de ce que font ces changements sur le vivant. Et on voit, donc ça c'est un peu le schéma qui va tourner un peu là parce que ça va être traduit et publié, et on voit que ça s'inscrit, ces changements transformateurs, dans les 3 grandes causes que je détaillais tout à l'heure, par exemple la déconnexion et la domination de certains humains sur le reste du vivant, humain inclus. Un peu d'exemples quand même, parce qu'on était assez théorique. Je vous ai fait des petits exemples cocorico. On a, en fait, avec tous les auteurs, on a identifié une base, enfin, on a créé une base de données identifiant plus de 880 cas d'études, en fait, à potentiel transformateur. Et en France, on en a un, par exemple, qui est le journal Météo-Climat. Comment on va dans des médias de grand public à des heures de grande audience, parce que la météo, c'est le premier, je crois, la première émission grand public, en tout cas la plus regardée. Comment on va parler d'études d'attribution, de ce qui se passe en France, mais aussi dans d'autres pays du monde. Un autre exemple que j'affectionne pour avoir travaillé avec eux, enfin sur eux, c'est l'association Sylvact en Auvergne-Rhône-Alpes, qui va aller chercher des non-forestiers pour travailler avec des forestiers. C'est des univers qui sont parfois assez compartimentés, pour faire dialoguer des questions de biodiversité, de stockage de carbone, de gestion durable à long terme, avec des modèles économiques qui ne reposent pas que sur la vente de bois. Et puis, il y en a d'autres que vous pourrez aller chercher dans notre base de données. Donc, notre rapport, il est organisé en 5 chapitres, et je vais vous faire le cadeau de ne pas vous en parler en détail, mais quand même, une petite structure. Un premier chapitre qui fait un état des lieux de pourquoi on a besoin des changements transformateurs. Un deuxième chapitre que j'affectionne beaucoup, c'est celui dans lequel j'étais impliqué, qui parle des visions des futurs durables. Pourquoi on a besoin d'avoir des visions qui sont entraînantes plutôt que de seulement tirer le signal d'alarme, ce qui est important, mais on fait quoi une fois qu'on est en action? On va vers où? Et puis 3 autres chapitres qui détaillent des théories, des freins et des options pour aller vers les changements transformateurs. Si vous aviez 3 trucs à retenir de tout ça, de tout ce rapport, c'est que les changements transformateurs, ils concernent tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on va parler, comme tout à l'heure, il y a eu une interpellation sur le rôle des scientifiques. Ils ont des rôles à jouer, ils sont détaillés dans ce rapport. Donc ce n'est pas juste les individus ou les gouvernements. Ensuite, on a 5 grandes stratégies pour y arriver. Je vous cite seulement la troisième. La deuxième, pardon, parce que je travaille aussi avec des agriculteurs. Cibler les secteurs qui ont le plus d'impact négatif sur l'environnement. Ça peut être des stratégies comme ça qui sont développées, puis vous pourrez lire le reste une autre fois. Et un troisième constat, c'est que ces changements, ils sont nécessaires, ils sont urgents, c'est un défi immense, mais ils sont possibles. Et ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, après avoir parlé un peu de comment dresser un bref bilan des enjeux croisés de sciences sociales et environnementales, je voudrais parler de comment concrètement ça se passe quand on doit croiser des savoirs qui sont académiques, mais pas seulement. Et pour ça, on va faire une petite timeline dans l'évaluation changement transformateur. Ça a été lancé en 2021, donc ça dure environ 4 ans. Et on a, dans la phase de rédaction, plusieurs chapitres qui sont rédigés au fur et à mesure, une élaboration progressive. Et à chaque fois qu'on fait un draft, un brouillon, il y a des relectures en interne par les membres du bureau scientifique de l'IBES et en externe, par des États membres, mais aussi par n'importe qui, individuels ou organisations, qui souhaitent proposer des améliorations. Et il y en a peut-être dans la salle qui ont déjà proposé des commentaires, des reviews. Donc merci à vous si c'est le cas. Et sinon, n'hésitez pas à le faire pour les prochaines évaluations. Ça, c'est très académique. C'est très plateforme avec les gouvernements. Mais ce qui se passe en plus, c'est qu'on a des rencontres. Donc les rencontres, oui, on a des rencontres entre auteurs, ça c'est assez bateau, mais surtout on a des dialogues. Et ça, c'est des rencontres avec des communautés autochtones, des communautés locales et des peuples autochtones qui permettent en fait à l'IBES de présenter l'avancement des évaluations et de recueillir des retours pour les incorporer. Donc ce n'est pas toutes les institutions internationales qui ont ça de manière, une gouvernance établie pour ces dialogues. Donc je vais vous parler un peu de ces 2 manières d'avoir une pluralité de savoir au niveau des relectures et des rencontres avec ces dialogues.
En commençant par les relectures. Donc, ces relectures, elles sont nécessaires déjà parce qu'on n'est pas tous d'accord. On est 109 personnes. Même si on était tous d'accord, on n'est qu'une infime portion du champ académique sur les changements transformateurs. Et donc, ces 109 personnes, on a besoin de dialoguer avec les autres. Déjà, entre nous, il y a 42 nationalités. On a des anthropologues, des économistes, des climatologues, etc. Et donc, ça peut donner des petits cas de prise de tête que je détaillerai juste après. Je fais juste un focus quand même, c'est 109 personnes qui sont soutenues par leurs institutions. Donc, dans mon cas, en tant que fellow, en tant que postdoc, le CNRS, d'abord l'Université du Québec en Outaouais, et quand j'ai changé de poste, le CNRS, m'ont dit « Ok, Timothée, tu peux prendre 15% de ton temps pour travailler là-dessus ». Et donc, je trouve que c'est un signal encourageant quand on parle de savoir dans la tourmente de la part de nos institutions. Et je ne peux pas aussi ne pas mentionner Laurence, Camille et Anouk, qui est une équipe de soutien technique, donc 3 équivalents temps plein qui travaillent pendant 4 ans, prêtés par l'Université de Montpellier qui les a employés pour l'occasion. Et c'est à nouveau une manière de montrer que des institutions scientifiques s'engagent. Fin de la parenthèse, on retourne à la pluralité de disciplines. Moi, j'ai trouvé ça incroyable de parler de ces questions-là dans des contextes qui sont nationaux extrêmement différents. Donc, juste parmi les fellows, on a par exemple un Ukrainien, on a une Namibienne qui travaille aux États-Unis. Donc, bref, on a des contextes culturels très variés, des disciplines, comme je disais, différentes. Et parfois, on a besoin de facilitateurs. Donc là, l'IBES a mis à notre disposition une facilitatrice graphique et ça a donné lieu à des schémas assez funky où ce qui symbolise un changement pour les uns ne l'est pas du tout pour les autres. Donc il y a eu des travaux aussi comme ça qui relèvent en fait de savoirs qui ne sont pas forcément de l'écriture pure et dure. Et puis j'ai noté des prises de tête constructives. Donc là, on va parler un peu de modernité coloniale. On rentre un peu plus dans le vif du sujet. C'est un concept qui a été beaucoup mobilisé par un des chapitres sur les théories des changements transformateurs et les freins, pourquoi ça bloque. Et quand on l'a mis dans nos premiers brouillons, le retour des gouvernements, dans les relectures dont je parlais, ça a été, franchement, ça ne va pas le faire, c'est ambigu, on n'est pas certain de l'assise académique qu'il y a derrière. Et donc, le retour qu'on a eu globalement, c'était on souhaite plus de précision. Au final, on a établi un glossaire, histoire de préciser tout ça, et il n'y a plus la modernité coloniale, j'y reviendrai après, mais on a la modernité, le colonialisme et la colonialité. Donc si vous voulez avoir une idée de ce que ça peut donner, le glossaire est librement accessible en ligne, mais ça peut sembler extrêmement ennuyeux de parler de ces questions de définition, mais derrière, en fait, c'est repris dans des cadres de négociations internationales, et donc on a besoin d'avoir une assise qui est discutée et qui est établie en transparence. Bon, je les ai mis là, je vous en fais abstraction. Ce glossaire, c'est aussi un endroit où on a eu une pluralité de savoirs, et c'est une des premières fois où on a un espèce de disclaimer où on dit, voilà, c'est un glossaire qu'on ne veut pas être seulement en anglais. L'anglais, c'est une langue qui est réductrice d'une vision du monde, qui est très riche, mais il y en a énormément, et donc dans notre disclaimer, on dit, il existe tant de langues dans le monde qui sont parlées, il y en a beaucoup qui sont en danger, et on va inclure là-dedans notamment des définitions qui nous ont été transmises lors des dialogues avec des communautés locales et des peuples autochtones. Et donc, on a différentes définitions ici. Je vous dis juste le concept de Gaga, qui nous vient de Taïwan, et qui est donc un concept où les interactions, les manières d'être sont particulières, un lien aussi à la Terre. Donc ça nous fait une petite transition vers les rencontres. Et donc il y en a eu 3 qui ont été tout au long de cette évaluation, une en Allemagne, une en Colombie et une au Maroc. Et donc là, je vais vous parler de la 3e. C'était 3 journées en décembre 2023. J'y étais pas personnellement, c'était d'autres personnes de l'évaluation. Je pense que c'est tout à l'honneur de l'IBES de souligner que ça existe depuis son début en 2012. Et il y a vraiment une task force qui encourage et permet de structurer ces dialogues, qui est hébergée à l'UNESCO. Et donc, pour toutes les évaluations, il y en a. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va poser des questions, par exemple, dans ces dialogues. Est-ce que pour vous, le concept de changement transformateur, ça a un sens? Si oui, est-ce que c'est un sens utile? Comment est-ce que vous l'exprimeriez? Quels seraient les exemples? Et des choses aussi, quand on parle de changement vers l'avenir, quel serait pour vous le sens de ces changements dans un futur? Comment vous vous représentez tout ça? Et donc, les retours qu'on a eus, ça nous a permis de faire évoluer le glossaire, comme je vous en ai parlé juste avant. Et nous, dans le chapitre 2, on a eu un retour très spécifique sur la linéarité du temps, parce qu'on a eu un retour qui disait, en fait, nous, le temps, il n'est pas forcément linéaire, donc des changements transformateurs pour un futur durable, ça ne nous parle pas trop. Donc, petite
petite tacle de modestie, parce que derrière, en fait, dans notre chapitre 2 sur les visions pour un futur durable, on est tout un tas de nationalités, on pense qu'on a enfin compris, on a notre premier draft, on a un super schéma qui nous permet de détailler les visions, etc. Et je vais avancer parce que j'ai conscience qu'il ne reste que 5 minutes. Mais on a souhaité prendre en compte cette question d'une non-linéarité, d'un temps circulaire pour certains peuples autochtones. Et c'est une manière qu'on a eue de dialoguer. Une autre manière de prendre en compte une pluralité de savoir, c'est que notre boulot, dans ce chapitre 2, c'était de faire un état des lieux des visions positives pour des futurs durables. Donc on s'est penché sur la littérature académique, la littérature grise, dans plusieurs langues, des manifestes, on est allé voir ce que produisent des institutions internationales et des ONG, donc par exemple la Déclaration de Rio. On a creusé un cran plus loin sur des savoirs différents, que nous apprennent les réseaux sociaux, que nous apprennent les arts comme la danse, la bande dessinée, la littérature, que nous apprennent aussi, il y avait une question tout à l'heure sur différentes formes de rationalité, mais les différents courants spirituels et religieux. C'était quelque chose où on était super fiers, méga base de données, on fait des super analyses que je vous laisserai aller voir. Et en fait, un des retours des dialogues, c'était ok, mais donc pour vous, comment vous faites pour prendre en compte des savoirs autochtones et des savoirs des communautés locales? Donc on a retravaillé et on a mis en place une méthodologie spéciale que je n'ai pas forcément le temps de détailler ici, mais on a travaillé avec des chercheurs et des chercheuses autochtones ou des personnes qui travaillent directement avec ces populations-là pour intégrer dans nos visions des choses importantes pour elles. Un exemple, la question des droits à la terre. Par exemple, pour les Samis en Europe, c'est hyper important de soutenir la vie avec un usage de la nature qui respecte sa capacité de régénération, notamment dans l'élevage des rennes. Et donc, on a inclus leur concept de Birgen Yupmi. J'espère que je le prononce bien. Mais c'était une manière qu'on avait de faire dialoguer différents savoirs. 3 minutes pour conclure sur la vie après la publication de l'évaluation. Alors, on a été un peu pris à notre propre piège parce que dans cette évaluation, on plaide pour une transformation de la posture des chercheurs et on développe des stratégies pour ça. Par exemple, on a beaucoup intégré de retours de l'écologie politique féministe pour croiser des enjeux sociaux et environnementaux et des visions durables pour l'avenir. Je suis désolé d'aller un peu rapidement ici. Je vois qu'on a un responsable des zones ateliers dans la salle, mais un autre point qu'on a développé, c'était de dire que la recherche participative, c'est quelque chose qui permet de transformer nos manières de faire science. Donc en France, on a le réseau des zones ateliers, on a des réseaux européens. J'ai mis une coquille Saint-Jacques parce qu'il y a un super exemple sur comment des chercheurs dans une réserve marine de Galicie, dont je ne prononcerai pas le nom, ayant fait allemand LV2, ont travaillé en fait en collaboration sur une question de commun et avec des chercheurs. Donc un exemple de recherche participative qui est développé. Dans le chapitre... Enfin bref, on a aussi plaidé pour l'implication des résultats scientifiques dans le développement d'imaginaire qui change un peu, qui soit encourageant. Donc on a quelques listes de lectures à vous proposer si vous le souhaitez. Et puis, une fois qu'on a fini ce rapport, il a été adopté en plénière et il y a eu des négociations sur le contenu précis, non pas de l'évaluation qui est intacte, mais du résumé pour décideurs. Donc là, on avait des craintes, on a eu des critiques récurrentes, ayez des choses plus concrètes, c'est très SHS, la quantification là-dedans, on veut des indicateurs, etc. Et donc, on a eu ces craintes-là. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu peu de points d'achoppement. Tous les négociateurs, et ça c'est mon premier point, sur le Brésil et la Russie, la plupart des négociateurs de l'IBES, donc cette fois-ci pas les scientifiques, mais les États qui envoient leurs représentants, était sur le rapport voisin, le Nexus, qui lui a beaucoup plus d'implications juridiques directes sur ce que ça fait quand on parle de biodiversité, de santé ou de climat par exemple. Donc nous, il a été adopté beaucoup plus simplement que ce qu'on pensait, on en était ravis. Il y a quand même eu des points de discussion, par exemple sur la suppression des dettes de pays en développement, qui pour nous, dans le rapport, en se basant sur la littérature, on a montré que c'était quelque chose qui permettait les changements transformateurs. Et puis la question des colonialismes, que j'ai pas le temps de développer ici. Et donc, rapport publié, franchement, youpi quoi. On va en parler dans tous les médias. C'est bon, scientifique, on peut rentrer chez nous, raccrocher les crampons. Pas exactement. Et donc, c'est aussi là une réflexion qui commence. Et c'est pour ça que je suis aussi là aujourd'hui. C'est que tous les auteurs et autrices, en fait, on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut maintenant qu'on aille dans d'autres arènes. C'est ce que développait notamment Christophe tout à l'heure, mais des arènes juridiques, des arènes de communication, grands médias, grand public, etc., de formation aussi, c'est extrêmement important. Et je vais citer juste 2 exemples ici, nos autres quand même, Future Earth, qui ont l'initiative Pathways, et l'idée c'est vraiment
d'avoir un empowerment, de soutenir l'engagement des chercheurs. Donc je parle de la Communication Grant, qui peut être un espace où on va parler de ces futurs désirables en mélangeant, en hybridant la science et des approches artistiques. Et puis une autre initiative de LibBES, qui n'a pas pour seule vocation de produire ces évaluations, mais aussi de faire du capacity building, de permettre à des réseaux de se constituer, de se propager, notamment pour porter ces réflexions scientifiques et ces savoirs dans la tourmente et y aller vraiment, quoi. Et donc, il y a, à titre d'exemple, le Forum de la jeunesse qui va être en Allemagne sur l'île de Wilm en novembre et qui est soutenu par une unité technique. Là, on a du financement norvégien et allemand. Et donc, il y a 25 jeunes qui viennent de toute l'Europe et de l'Asie centrale pour se former sur les contenus des rapports, mais aussi sur de la communication, des stratégies d'ONG, du média training, etc. Et donc, je m'arrête là-dessus avec 3 conclusions. C'est que c'est vraiment une évaluation, enfin, des messages à garder à la maison, une évaluation qui est intersectionnelle, au sens vraiment de croiser des enjeux différents. On a des propositions originales dans la gouvernance même de cette évaluation pour sortir du tout académique, comme les dialogues. Et c'est un modèle institutionnel qui est nécessaire mais insuffisant. Et je souhaite marteler ce message des changements transformateurs qui sont nécessaires, urgents et possibles avec ce t-shirt que j'ai affiché ici. Et donc on s'est même fait un petit t-shirt de gang qui indique que les changements transformateurs sont possibles. Et c'est ça que j'aimerais qui ressortent de toutes ces journées de la durabilité et des rencontres ici. Donc je vous remercie pour votre attention.